Bonsoir Yardel, bonsoir tous ceux qui sont là. On va parler de plein de choses ce soir concernant un jeu que pas beaucoup de gens connaissent, je pense, qui s'appelle Elden Ring. Voilà. On va dire quoi ce soir? Non, plus sérieusement, tout le monde connaît ce jeu. Il y a des millions d'analyses qui ont été faites. Il y a énormément de vidéos YouTube qui vous expliquent plein de choses là-dessus, qui vous expliquent comment les onboardings sont faits, etc., etc. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de, d'en remettre une petite couche de notre côté. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Je pense que on va pouvoir s'y mettre. Du coup, pourquoi le mendiant? Parce que du coup, comme on commence au niveau 1, il n'y a aucune statistique qui est prédéfinie, il n'y a aucun point qui est mis dans aucune caractéristique nulle part, et je pense que c'est outre une des façons les plus complexes. Voilà, on pourrait commencer avec tout un tas de personnages différents, ou alors on peut commencer avec le guerrier du loup aussi, celui qui avait été là pendant les trailers. Bon, on va choisir le truc de base, vraiment le perso basique. Vous allez lancer le jeu avec ce personnage, confirmé, oui. Et regardez, alors attendez, statut du personnage niveau 1, sachant que les autres personnages au début de leur partie commencent au niveau 13 ou 14 je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait ils ont des statistiques qui sont équilibrées différemment. Ce qu'on appelle la flavor en fonction des personnages. Le guerrier va avoir naturellement des points de caractéristiques qui sont plus répartis sur la force, la constitution, etc. Pouvoir porter beaucoup d'équipements, des armures lourdes, frapper fort, et toujours garder un truc très très important en tête quand on commence Elden Ring ou un From Software de façon assez générale. Surtout en Dark Souls, il y a toute la notion d'encombrement. On atteint un certain seuil d'encombrement. À ce seuil d'encombrement, une fois qu'on l'a atteint, on devient plus lourd. Quand on l'atteint, et quand on atteint cette lourdeur, notre roulade, donc notre mouvement principal d'esquive, est impacté. C'est-à-dire qu'on roule plus lentement, plus lourdement, on tombe plus lourdement au sol, et en fait on met plus de temps à ce qu'on appelle recover. Et en fait c'est le temps que le personnage va mettre à se lever et à se remettre en position idle. Idle en gros c'est si on bouge pas. Et ça il faut faire très très attention parce que dans les Souls il y a une mécanique principale avec la gestion de l'encombrement qui est justement d'handicaper la roulade. Et ça il faut toujours faire gaffe à la charge. Et plus on augmente notre statistique qui est liée au poids que l'on peut porter, et plus cette permissivité de poids va monter. Et il faut toujours garder en tête que de temps en temps mettre un petit point dans la statistique qui peut te permettre de porter plus de poids, du coup c'est ça de moins à gérer si un jour tu prends juste un équipement qui te fait passer à un point au-dessus de ta capacité d'encombrement et qui donc va te cramer ta roulade. Et clairement dans Elden Ring ou un Souls, si on se crame sa roulade, pour des joueurs normaux comme moi, le jeu il est fini avant même d'avoir commencé. Après il y a des gros fous, il y a des gros furieux qui eux, voilà c'est Endu, c'est ça, c'est Endu pour l'encombrement. Il y a des gros furieux en fait qui font ce qu'on appelle un build de Havel, et Havel en fait c'est un build mais ultra lourd, et ça c'était plutôt dans Dark Souls 1 où en fait on est juste en train de marcher tellement on est lourd. Par contre on est un tank, il n'y a rien qui nous atteint, on bloque tout, et vraiment par contre on est pas vulnérable pour un sou. Mais par contre on bouge pas. Voilà, on bouge pas et on peut même pas rouler, genre le personnage s'effondre, il roule même pas, c'est assez incroyable. Allez la petite intro. Et c'est parti. Là on commence, on est dans une petite église. Le premier truc qu'on remarque c'est quoi? Donc là on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de onboarding. C'est comment le jeu arrive à faire rentrer ses joueurs dans son univers et dans ses mécaniques de jeu dans les quelques premières minutes. Là, la première chose qu'on remarque, il y a deux choses. 3. 1. Il y a un message au sol. Le message au sol, en général, il est littéralement devant nous. Le seul truc qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur le joystick pour se déplacer vers l'avant, et en fait, on a tout de suite une UI qui s'affiche, qui nous indique un bouton d'interaction. Ce bouton d'interaction va être le bouton d'interaction principal pour tout ce qui est lecture des messages au sol, pour Cercle d'Elden, Oura, etc. Donc là, il peut y avoir plusieurs choses qui se produisent. C'est effectivement quand on est en solo, en multijoueur, ces messages apparaissent ou non. Quand on est en solo, les messages de la communauté, quand on choisit de jouer hors ligne, les messages de la communauté n'apparaissent pas. Et on a deux autres trucs devant nous. Un, on a un gros rayon de lumière pile devant la porte, qui nous dit en gros va sur la porte. Vraiment va sur la porte parce que c'est par là, ça sert à rien d'aller ailleurs, d'essayer de choper des trucs, de tourner machin. Et on a ça. On a toute une phase de tutoriel de menuing en fait qui nous indique qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les menus. Ça sert à rédiger des messages apparaissant dans d'autres mondes, qui fait une relation directe avec ce que j'étais en train de vous dire juste avant, à savoir les messages qui apparaissent. Si on a lancé la partie avec les paramètres par défaut, on se retrouve à jouer officiellement et directement en ligne.
C'est-à-dire qu'on a les messages et on voit les fantômes des autres joueurs sous forme d'espèces de petites silhouettes blanches là que vous avez vu ouvrir la porte devant nous tout à l'heure. On ramasse notre premier objet et ensuite bah, on ouvre la porte. On va ouvrir cette porte. Les animations et les sons sont incroyables. Voilà. Donc là, on a un énorme money shot. Tout de suite, le premier truc qu'on voit, c'est ça. C'est l'arbre d'Elden, qui va nous servir de point de repère, mine de rien, sur quasiment l'intégralité de la partie, pour nous repérer, c'est ce qu'on appelle un landmark. Et ce landmark environnemental là, landmark c'est marqueur environnemental, littéralement c'est ça. Un landmark aussi gros, en fait on va le voir de partout, et tout le temps. Et c'est ça qui va nous servir à nous repérer pour savoir en gros quel est notre objectif principal. Parce que dans l'introduction, on nous le dit, deviens seigneur d'Elden. Mais la question c'est comment? Il faut aller casser du boss. Ok, mais par contre, on y va comment? Qu'est-ce qu'on fait? Bah on y va en allant par là. Bien évidemment, on a les petits messages rigolos qui nous disent « Eh, vas-y, saute, tu crains rien ». Et là, on va voir potentiellement un mec qui va sauter. C'était sûr. Voilà. Là, il nous reste plus qu'à suivre le chemin. C'est du tout droit, hein. Au début, on n'a pas le choix d'explorer ou quoi. La phase d'onboarding commence en étant extrêmement linéaire. Et bon, pour les gens qui ont joué à Elden Ring une première fois, quand on arrive devant un truc comme ça, on se dit « Ok, il va se passer quelque chose ». Bah là, il y a un indice, déjà pour ceux qui sont familiers des licences From Software, c'est que là-bas, il y a une porte avec un brouillard. Les brouillards, c'est une mécanique de jeu qui bloque des entrées ou des sorties de zone pour signifier la présence, je vous le donne un mille, d'un boss. C'est lui, quand on rentre dans la trigger zone. Voilà, hop. Le stick droit sert à locker, évidemment. Le bouton B, roulade. Et le RB pour attaquer. Je suis un mendiant, je suis niveau 1. On est censé mourir à ce niveau-là, littéralement. On est censé mourir à cet endroit, j'ai rien, je suis littéralement à poil. Il y a des tryharders qui arrivent à tuer le boss, pas moi. Voilà, j'y arrive pas comme ça dans ces conditions, c'est pas possible. Voilà, donc là je suis mort. On attaque la deuxième phase de l'onboarding. 100 bits sur le tout. Trop tard. J'ai perdu des sous, bah ouais. Bon, alors là on nous donne les premiers objets. Fiole de larmes pourpre et fiole de larmes céruléennes qui nous servent à respectivement recharger notre barre de vie et à recharger notre barre de magie. Alors là, il y a deux choses. Il y a l'arbre, il y a une phase de tutoriel. Plein de gens sont passés à côté de cette zone de tutoriel alors que elle est au moins un peu mise en avant. Elle est mise en avant et vous avez remarqué que quand je me suis approché, il y a eu un panneau de tuto qui s'est affiché. Et en fait, ce panneau de tutoriel là, celui-ci que vous avez devant les yeux, au début, vraiment au tout début, il me semble la V1 du jeu, ce panneau il apparaissait pas. Et en fait, plein de gens sont passés à côté de cette grotte du savoir et ont reproché à From Software justement cette absence de tutorialisation, au contraire de la phase de tuto de Sekiro qui elle était extrêmement bien fichue. Et il y a une explication relativement simple entre guillemets à ça, c'est que Activision se chargeait aussi du co-editing du jeu. Et en fait, bah, du coup, comme ils font énormément de jeux très très grand public, du coup, bah, voilà, il y avait un savoir-faire sur la tutorialisation qui était beaucoup plus, enfin, disons, moins austère que From Software, parce que ils ont jamais été très très gentils en termes de tuto hein, chez From Software. Ils sont un peu connus pour ça aussi. Donc, on va aller faire un petit tour dans la grotte, et on a notre premier esprit à qui on peut parler. Et on peut aussi remarquer la présence d'un objet là-haut. Et la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour y aller. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire instinctivement, c'est de suivre le chemin que nous indique la lumière. Parce qu'on regarde l'objet, tiens, il y a de la lumière à droite, donc on décale le stick, donc tiens, il y a encore de la lumière à droite, donc on décale le stick, et oh, il y a un autre truc là-bas. Mais c'est super ça! Il y a un autre objet juste au-dessus de ma tête. Donc en fait, là, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'on arrive là, on passe complètement à côté du trou qui est à droite, on va jusque là, qui est la source de lumière principale, et on arrive devant la porte, et on pourrait totalement passer à côté de la phase de tutorialisation. Bah en fait on se retrouve, comme mon perso, littéralement à poil, en mode vas-y débrouille-toi. Alors que quand on tombe dans la grotte du savoir juste là, et encore il faut pas y tomber n'importe comment, là aussi, le jeu il commence, hein, parce que le fantôme, il regarde par là, sauf que si on part par là directement et qu'on tombe en face de lui, on perd des points de vie. Et c'est là où on se dit, tiens, c'est marrant, on vient de faire une grande chute, on perd des points de vie, il y a des dégâts de chute. Ah bah je suis ravi! Donc il va falloir faire attention à la verticalité de tout le niveau et de tout le jeu de façon globale.
à pas tomber de trop haut. Mais ça, c'est un truc qui a été introduit justement avec Elden Ring, parce que dans les autres Souls, en fait, il y a une possibilité de sauter qui se fait uniquement quand on appuie sur le stick droit, on sprint, donc on commence à sprinter, et on appuie sur B en même temps, et du coup on saute. Mais il y a une verticalité qui est très présente. Par contre, le saut, lui, ne l'est pas. Ça, on peut pas sauter. Dans les autres Souls, à part dans Sekiro, mais c'est un truc un peu à part encore, Sekiro c'est un autre jeu, ça n'arrive pas, on ne saute pas. Du coup la verticalité prend tout un autre sens en fait, juste en ayant rajouté cet input de saut. Donc là on va s'approcher, allez c'est parti. Donc là bien évidemment, il faut savoir, il y a deux façons d'attirer l'attention d'un joueur. Les deux, enfin il y en a plein en fait, mais les deux qui marchent le mieux c'est la lumière et le mouvement. Si on veut attirer l'attention d'un joueur quelque part, et qu'on a envie qu'il regarde par une fenêtre, par exemple, eh ben, tout simplement, on va créer du mouvement, et on va utiliser ces deux ressorts de design-là, qui sont donc la lumière et le mouvement. Par exemple, dans un jeu qui se déroule dans un contexte un peu... Enfin, qui se déroule en ville, par exemple, dans un contexte urbain, on va faire clignoter la fenêtre d'un appartement. On fait clignoter la fenêtre d'un appart. Ça, on cumule la lumière, et... on crée du mouvement aussi, en la faisant flicker, en la faisant clignoter. On peut aussi changer la couleur d'une lumière, ou au contraire, l'absence de feedback et l'absence de lumière dans un environnement très éclairé peut aussi signifier qu'il y a quelque chose ici. La lumière et le mouvement et la façon d'utiliser ces deux briques-là, c'est quand même important. Il faut toujours vous dire quand vous rentrez dans un jeu vidéo que vous connaissez pas trop, en général, suivez la lumière. Et c'est un truc qu'on fait instinctivement, nous, en fait, en tant que joueurs. C'est quelque chose qu'on fait de façon très naturelle. On suit la lumière parce qu'on y est habitué. Donc allez, vas-y, on va débloquer notre propre site de grâce, notre premier site de grâce, pardon. Grâce évanouie découverte, bon c'est parti. Alors, là il nous apprend à lock. Remarquez que moi j'ai lock sur le premier boss, l'espèce de grosse bestiole avec son bouclier là au début quand je suis arrivé, parce que j'ai l'habitude du jeu. Mais au départ on sait pas comment qu'il y a un système de lock, tu vois. A noter que ça peut être quand même très utile, dans plusieurs cas. Un, parce que le lock vous allez vous en servir tout le temps. Et deux, parce que le fait de délock un ennemi peut aussi s'avérer extrêmement utile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc dans ce jeu-là, une petite subtilité qui fait que quand nous, on lock un ennemi, ça veut dire que l'ennemi, il nous a lock aussi. Donc que quand ces patterns d'attaque et ces animations de coups seront donnés, il va nous suivre, en fait. Par contre, au moment où un ennemi commence à donner un coup, et si on délock la caméra à ce moment-là, eh ben l'ennemi, lui, il va taper à l'endroit où il vous a locké en premier. Où en fait, vous aviez à votre dernière position de lock connue. Et ça, de temps en temps, ça peut vraiment sauver le cul. Pareil, l'ennemi bouge pas, on apprend le principe du coup derrière, donc avec une espèce de range, donc on a l'ennemi qui est ici, et derrière lui, quand on passe derrière lui, on a une espèce de range, comme ça. Et si on se met dans cette range là, qu'on voit pas en tant que joueur, on a le droit à faire ce qu'on appelle un backstab. C'est-à-dire qu'en fait on passe derrière lui et on lui donne un coup puissant, peut faire extrêmement mal, voire comme dans le cas d'ennemis faibles comme ça, peut one shot. A noter que la même chose est valable en front stab, mais uniquement sous certaines conditions. Et ça on verra un petit peu plus tard quand on y sera confronté. Donc coucou, voilà. Remarquez qu'il me faut 2 coups. Donc là ce qu'il faut faire quand on commence à comprendre un petit peu comment le jeu marche, vous avez une arme. Vous avez un niveau des statistiques, etc. Il faut essayer plus ou moins de retenir ce qui va se passer. Quand on débarque dans une nouvelle zone, dans un Elden Ring, dans un From Software, on a une règle implicite, en gros, qu'il faut essayer de garder un peu en tête, c'est la règle des 3 coups. Tant qu'on met 3 coups ou moins pour tomber un mob classique, un ennemi classique qu'on croise dans une zone, c'est qu'on est safe et qu'on peut y aller, qu'en fait on est adapté, on est scalé à la zone. Et donc qu'on n'a pas trop de danger à y être. Remarquez le petit panneau à gauche. Comment on fait déjà pour mettre à deux mains ? Non, ça c'est le coup de guerre, j'ai oublié. J'ai oublié comment on fait pour mettre à deux mains. Voilà, bon c'est pas grave. De toute façon je me sers quasiment jamais des armes à deux mains. Vous pouvez esquiver les attaques ennemies avec une roulade ou un pas en arrière, ces 2 actions drainent l'endurance. Et là on apprend les mécaniques de saut. Remarquez c'est quand même très basique hein, comme type d'onboarding, hein, c'est-à-dire que c'est un couloir. C'est un couloir et à chaque fois, paf, petit panneau de I, tac tac tac. C'est vraiment la forme la plus simple au final. Et c'est encore ce qui marche le mieux. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des taches de sang ici. Il y a vraiment un passage illuminé qui nous dit allez par là. Mais par contre, si on lève la tête, on le voit lui. Et ça va nous apprendre à lever la tête tout au long du jeu. Et c'est là où on va aussi ramasser nos premiers matériaux de crafting. La mécanique du craft dans Elden Ring, elle est cool, mais
À moi, elle m'a jamais vraiment trop servi. Moi, je me suis jamais véritablement amusé à crafter des trucs parce que bah, j'en ai pas vraiment décelé l'utilité en fait. Et ça peut être très utile, hein. Et ça va être un sujet qu'on va aborder un petit peu après d'ailleurs. Et là, lui, qu'est-ce qu'il nous apprend? Remarquez qu'il n'attaque pas, hein. Il n'attaque pas, il fait rien. Donc là, ce qu'il veut faire, c'est que j'utilise mes attaques chargées pour lui faire tomber son bouclier. Et quand je vous parlais du front stab, c'est ça. La condition pour que les ennemis soient vulnérables à une attaque de front, ce qui s'appelait dans Bloodborne une attaque viscérale et ce qu'on appelle de toute façon dans ce type de jeu là un front stab ou un backstab si c'est dans le dos, la condition pour qu'ils soient vulnérables à un front stab, c'est de les avoir déséquilibrés ou d'avoir fait péter leur garde. Et tiens, le voilà lui. Et là on apprend à éviter les flèches, il est quand même relativement loin, hein. C'est pas comme s'il nous l'avait calé dans un angle de mur. Là on apprend qu'on peut quand même arriver à éviter les flèches. Les flèches sont assez sympas en vrai, elles sont assez longues à arriver, mais par contre les archers comme ça peuvent aussi changer de pattern. Ils peuvent prendre leur épée, leur bouclier pour nous attaquer au corps à corps quand nous on arrive au corps à corps. On vient de nous montrer deux types d'ennemis. On a les espèces de squelettes dégueulasses, les morts-vivants qui sont très très longs et lents, et on a ce genre de chevalier là. Alors, première introduction à la mécanique d'infiltration. L'accroupissement pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter, particulièrement efficace dans les hautes herbes. Attaquer un ennemi qui n'a pas remarqué votre présence lui infligera plus de dégâts que d'ordinaire. Donc là, hop, on va s'accroupir. S'il nous a pas vu, on peut en profiter. Parce que là, je peux passer derrière lui pour lui faire un backstab. En vrai, je peux passer. Si je fais ça, je suis dans la range, c'est bon. Par contre, est-ce qu'il me remarque si je fais ça? Oui. Auquel cas, il se lève, et donc il va me cibler, comme ses petits potes avant lui, et il va tourner en même temps que moi. Auquel cas, le backstab sera un peu plus complexe à mettre en place. Pas là-dessus parce que c'est du squelette dégueulasse, hein, donc on s'en fout, le machin il est super lent, etc. Par contre, sur d'autres types d'ennemis, les herbes hautes, évidemment, les grands classiques. RB dans le coup d'un ennemi, coup critique. Voilà, eux ils appellent ça un coup critique. Moi j'appelle ça un backstab, mais bon, après ça c'est autre chose. Là j'étais loin. La range de l'ennemi était très très loin. Vous pouvez remarquer quand même que la range est assez permissive. Au contraire de Dark Souls 1, qui était extrêmement méchant pour ça. Il fallait vraiment respecter une range qui était assez précise. Là, Elden Ring est plus permissif. Briser la posture. C'est ce que je vous disais, en fait, c'est la condition pour être vulnérable au front stab ou au backstab, ou en fait, juste pour mettre des coups critiques sur des ennemis, c'est le fait de briser la posture. Hop. Et là, regardez, lui, il a une barre de vie qui est conséquemment plus élevée que tous les autres. Les autres, souvenez-vous, en un voire deux coups, je les tombe. Lui, non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je lui donne un coup, il perd beaucoup moins de vie qu'avant pour me forcer à utiliser le fait de lui péter sa posture pour tester justement le coup critique. Et les backstabs dont on parlait tout à l'heure. On saute, coup chargé, et là encore une fois il tombe. Et ça nous force en fait à utiliser ça. Les feedbacks sont forcés de façon à ce que nous en tant que joueurs, on capte qu'il y a une action à mener à ce moment-là précisément. Et c'est comme ça qu'il nous apprend à jouer finalement. Voilà, tac. Et le front qui tombe juste après. Voilà, quand on meurt, c'est soit on vient au dernier site de grâce qu'on a visité, donc auquel on s'est reposé, soit en cas de chemin très long à parcourir entre les deux, entre le moment où on est mort et le moment où on s'est reposé au site de grâce, si le chemin est très long et qu'il y a une effigie de Marika au milieu, bah on peut choisir d'aller plutôt à l'effigie de Marika. C'est plus simple. Ça c'est un ennemi lambda, mais c'est un soldat de Godric qui vient confirmer, toutes les mécaniques que le jeu nous a appris jusqu'à maintenant. Par contre on peut backstab. Tant qu'on passe dans le dos, on peut backstab. Sauf les boss qui sont trop gros ou trop grands pour nous. Et regardez ce que je vous expliquais sur le lock tout à l'heure. L'ennemi là il me lock, c'est-à-dire que s'il m'attaque, il me suit. Vous avez vu? Par contre, s'il m'attaque et que je délock, il tape à la dernière position à laquelle il m'a vu. C'est de son coup, hein, pas de son pattern de coup. On va recommencer. Là il m'a pas suivi jusqu'au bout. Il s'est arrêté au milieu. Pareil, là il m'a pas suivi jusqu'au bout. Par contre si on reste lock, là il va carrément plus loin. C'est pas flagrant hein. Vas-y tue-moi. C'est pas flagrant, mais de temps en temps ça peut nous permettre d'avoir quelques frames pour faciliter une esquive. Ce qu'on appelle des frames d'invisibilité, des frames d'esquive, etc. C'est la fenêtre dans laquelle des dégâts ne pourront pas nous être infligés si on esquive. Bon, allez, lui, on va le ramasser et on va commencer le vrai jeu. Là, on a fait toute la phase de onboarding et toute la phase de tuto relativement, je pense, expliquée. Allez, viens là, toi. Et on récupère les runes. Il
faut pas les oublier. Bouton d'interaction, Y hein, toujours pour récupérer ses runes. Ah. C'est beau quand même hein. Je vous fais toute une analyse de l'onboarding en vous disant ouais j'ai 177 heures de jeu sur Elden Ring, je suis turbo pété et tout machin, et je me fais ramasser par le boss du tutoriel. C'est pas magnifique ça? Mais il y a un truc qui me perturbe aussi, c'est que j'ai toujours l'habitude de jouer avec un bouclier. Et là j'en ai pas. Alors comme on avait 0 rune, ah non il me semble que j'en avais d'autres encore. J'ai toujours l'habitude de jouer avec un bouclier, là j'en ai pas, ça me perturbe très fort. L'esquive en avant marche très bien aussi hein. Les esquives en avant marchent quand même relativement bien. Hop. Ah il y a l'esquive tout court aussi. Il y a juste le tac. Le petit pas en arrière, le petit pas chassé félin. A noter que le déblocage de niveau n'est pas encore disponible. C'est-à-dire qu'on a beau gagner des points pour augmenter des niveaux, des runes, etc. On n'a pas encore accès au fait de pouvoir débloquer. Ce qui est quand même sacrément salaud, hein, on va pas se mentir. Voilà, en gros ça c'est le multijoueur d'Elden Ring. C'est pas le multijoueur le mieux foutu du monde, hein, on va être honnête 2 secondes. Même si on peut tout à fait prendre son kiff à faire l'expérience en multijoueur à 100%, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je suis de ceux qui pensent un Souls se fait, en tout cas sur une première run, se fait tout seul. Alors, ce plan, il faut que je vous en parle. Ce plan est très important. Ce plan-là est très important. Vous avez dû, je pense, voir cette image qui a tourné assez longtemps sur les interwebs. C'est une image en fait qui nous indique tout ce que nous donne le premier plan de la sortie de la zone du tuto d'Elden Ring. Parce que je vous rappelle qu'on sort de là. On sort d'un environnement confiné, où il fait noir, où il n'y a pas de végétation, pas de couleurs, et on arrive là. Mais en fait dans ce plan là il y a tout. Et on va le décortiquer un petit peu. Je vais vous dire ce qu'il y a. Au-dessus de ma tête là, vous avez un site de grâce. Juste là. À cet endroit vous avez un site de grâce. Donc c'est un truc qu'on connaît. Donc on se dit instinctivement on va aller dessus. On va aller dessus pour activer notre point de passage. À côté de ce site de grâce, on a notre premier personnage vivant. On est forcé de lui passer devant. On est obligé de le voir. Si on ne le voit pas, c'est vraiment qu'on a fait exprès. On a également, quand on arrive, on a la caméra qui est centrée à peu près... Oh que t'es beau tiens. À peu près de cette façon. En bas à droite, au niveau de l'escalier, vous avez 2 choses. Donc on va bouger la caméra pour que je vous montre. Au-dessus de ma tête là, toujours. Là ça c'est l'indication. Vous avez un objet qui est là. Qui vous dit, allez par là. Mais, vous avez aussi quelque chose de sacrément salaud. Vous avez la présence de ce mec là. De ce gros chevalier là, sur son énorme cheval. C'est un ennemi qui a l'air intéressant à affronter. Il est tout doré, il est sur un cheval. On a envie d'y aller. Sauf que, il va vous rincer. Il va vous rincer parce que c'est un boss. Et ce boss là, il est pas là pour rigoler. Et en fait, il est là pour vous indiquer que, attention, le jeu va vous imposer des limites. Et des limites qui sont pas sous la forme d'un mur invisible, d'un brouillard, d'une map, d'un niveau, d'une grotte, d'un ascenseur, d'une porte. Il va aussi vous imposer des limites par rapport au fait qu'il va positionner certains détails ou certains objets, certains mobs et certains ennemis et boss à des endroits stratégiques pour vous dire non, pas par là. Attention, tu vas par là, tu vas t'en prendre une. Et on a aussi le truc qu'on voit le plus, au premier plan on va dire, hein, c'est sur le premier plan du truc, on voit ça, on voit une église. Bah on a envie d'y aller, forcément, on se dit qu'il y a quelque chose à faire là-bas, c'est effectivement le cas, il y a quelque chose à faire là-bas. Et on voit, comme je vous disais tout à l'heure, l'arbre d'Elden qui est juste là, sur la droite, et la prochaine zone dans laquelle on a envie de se rendre, qui est le château de Voile-Orage. Et toutes les lignes de fuite convergent vers le même point, vers le fond de l'écran. Tout va attirer notre regard vers le lointain, pour nous donner cette espèce d'impression d'immensité et de contraste total entre la claustrophobie qu'on vient de rencontrer à l'intérieur de la grotte du tutoriel et l'ouverture au monde, à l'open world dans lequel on va évoluer pendant quasiment toute l'aventure, parce qu'il y aura des grottes, hein, il y aura des donjons, il y aura des châteaux, ce genre de trucs là. Mais ce contraste de la claustrophobie du début avec le tutoriel et l'ouverture à l'open world avec ces différents éléments qu'on vient de nous exposer. L'objet ici à droite avec le boss qui va nous dire attention, il y a des limites qui sont intrinsèquement posées par le jeu. Le premier site de grâce officiel de l'open world dans lequel on va évoluer. Le PNJ, l'église, la prochaine zone
et l'arbre d'Elden. Le jeu va nous apprendre à, de toute façon, toujours lever la tête. Il l'a fait avec le premier ennemi positionné sur le pont qui nous tire dessus avec l'arbalète, là. Il l'a fait, il nous a appris à lever la tête. Mais on a une verticalité qui est quand même ultra présente. Je trouve qu'elle est 10 fois plus présente que dans n'importe quel autre Soulsborne. Je la mettrais à peu près au même niveau que celle de Sekiro, mais Sekiro c'est pas le même délire étant donné qu'il y a un grappin. On peut s'accrocher à des surfaces, c'est pensé et c'est fait pour ça. C'est aussi fait penser pour ça dans Elden Ring, mais on n'a pas le grappin. Perso, j'ai foncé sur le gros chevalier, je m'étais dit, il est au début, il a que de la gueule. Ah, le chevalier, ouais, il y a le gars chelou aussi en face, à côté du feu de camp, effectivement. Et ça, c'est ce que je vous disais aussi, c'est qu'à côté du feu de camp, on a, enfin du site de grâce, on a notre premier personnage non-joueur. Et ce personnage-là va nous en apprendre plus sur d'autres choses, sur le lore du jeu, sur qu'est-ce qu'on fait là, sur qui il est, etc. Il nous donne du contexte. Il nous donne un contexte dans lequel on vient de débarquer. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement avec FromSoft, c'est qu'ils ont ce savoir-faire du « on va te poser ici », mais ça a vécu avant toi, et ça vivra après toi. Et il faut bien qu'on ait conscience de ça quand on arrive dans le monde d'Elden Ring, justement, c'est que il a vécu et il vivra. Et nous, on est posé au milieu, et en fait, on a envie d'apprendre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après, et comment on va influencer ce qui va se passer après. Et aussi le jeu nous laisse une petite échappatoire aussi sur le côté gauche. Parce qu'il nous dit, attention, là, il y a un gros chevalier vénère, mais il nous montre aussi qu'à gauche, il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de mouvement véritable. Il n'y a que les arbres qui bougent et qui attirent notre regard avec le fait que, effectivement, s'il y a un arbre, c'est qu'on peut y aller. Potentiellement, bien sûr, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Mais si on peut y aller et qu'on voit pas d'ennemis bouger, techniquement, bah, c'est que ça va. Et que si jamais à un moment donné on se dit, bah tiens, j'ai envie d'aller ailleurs, bah, on peut. Grâce évanouie découverte, suivre la grâce. Alors là, on nous donne un dernier tuto qui va nous dire, en gros, vous voyez l'éclair jaune là qui sort du site de grâce, va nous indiquer la direction du prochain site de grâce. Dans l'ordre, en fait, on a comme des espèces de petits points comme ça qu'il va falloir relier. Et chaque point précédent va nous indiquer la direction du suivant. Par contre, petit défaut en termes d'UI, je trouve. Quand on ouvre la carte, on appuie donc sur le bouton Select. La théorie voudrait que, en rappuyant sur le bouton Select, on ferme la carte. Eh ben non. On affiche un panneau d'UI nous demandant de faire un choix entre commande et explication du menu. En gros, le bouton Select à ce moment-là, il sert pas à ça, il sert à nous afficher un menu contextuel, mais pas à fermer la carte. Je trouve que ça c'est un défaut, pour le coup. C'est un défaut de menuing. Des défauts, il y en a partout. Il y en a partout, dans ce jeu-là, dans d'autres. Tout le monde en a trouvé. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont relevé en plus de ça. Mais par contre, du coup, il faut appuyer sur B, en fait, pour fermer la carte. D'instinct, je trouve pas que ce soit une solution très élégante. Mais, bon, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Et donc lui, une fois qu'on s'approche du site de grâce, on peut lui parler. Et là, si on n'avait pas suffisamment compris où est-ce qu'on devait aller, il nous le dit. Quand il a fini ses lignes de dialogue, il répète toujours la dernière, en boucle, en boucle, en boucle, et c'est là où on sait qu'on a terminé les dialogues avec un PNJ et qu'on peut partir et on peut aller ailleurs. Ah, petits oiseaux! Tiens, il y a, alors pour ceux qui ont joué à Dark Souls 2, il y a une petite vibe de Majula ici, je trouve. Le soleil qui tape sur l'eau, la petite île au loin. Il y a une petite vibe de Majula. Souvenez-vous, on était sous terre, on était là. On était juste sous ce truc là. Et on a fait quand même un sacré paquet de chemin pour arriver à remonter jusqu'en bas. Moi j'ai envie d'aller voir. Si on était sous terre, ok, mais on était sous terre où? Où est-ce qu'on était? Et du coup, est-ce qu'il y a potentiellement une entrée en bas? Est-ce qu'on peut rejoindre le chemin où on était sans passer par là-bas? Et en fait, ça va être tout le délire de l'exploration de Elden Ring. Au final, ça va être constamment ça. C'est soyez curieux et surtout, hésitez jamais à regarder vers le bas. Quand on se rend compte que devant notre ligne de vue immédiate, il n'y a rien, là on commence à bouger la caméra. Mais le premier réflexe, c'est ça. C'est d'aller sur les côtés. C'est pas forcément de faire comme ça. Ni d'aller vers le haut, ni d'aller vers le bas. Et quand je vous disais tout à l'heure, on était sous terre en partant de cette église-là, si on regarde vers le bas, bah là on constate qu'il y a une plage. Et on se dit, bah tiens, là on a tout le cheminement de l'exploration qui se met vraiment en marche. Et en gros, on va essayer d'aller trouver le plus possible de petites choses planquées à gauche à droite, des entrées, des portes, des souterrains, des grottes, des machins comme ça. Par contre, il faut quand même pas omettre le fait que je suis tout nu. Hein. J'ai un slip et un bâton. Je vais pas pouvoir me débrouiller 1000 ans comme ça, quoi. À un moment donné, il va falloir que je sois poli et que je m'habille un peu. On va pouvoir aller faire un petit tour du côté de ce fameux chevalier doré. Qui est là, littéralement. Oh là là, le drop de FPS, par contre, il est dégueulasse. Hein.
Donc on va aller faire un petit tour sur notre petit chevalier, qui est là-bas. Et vous allez voir que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas du mytho. C'est que lui, il est littéralement là pour nous dire « Attention, il y a quelque chose ». Et regardez la musique qui change. Ouais, ça marche son dos. Regardez la musique qui change. Regardez les dégâts que je lui fais. Et regardez les dégâts que lui me fait. C'est intolérable. Donc là, le jeu, il est clairement en train de nous dire « Va pas par là ». Voilà. Là, il nous dit non. C'est un parti pris qui est quand même relativement assumé d'utiliser le fait de tuer un joueur pour l'empêcher d'accéder facilement à une zone. Parce que là, on se dit, bah non, on va le prendre, le chevalier. C'est easy, on y va. Sauf que nous, notre objectif, c'est l'église, c'est d'aller là-bas. Et il est devant. Il est devant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On l'évite. Et on se dit, bah on y retournera plus tard. Et vous allez voir cette mécanique de on passe à côté et on revient quand on est plus fort. C'est quelque chose qu'on va utiliser régulièrement. Et après, il y a les gros tryharders de ouf qui arrivent, qui sont niveau 1, qui prennent le gourdin à deux mains et qui se le tapent vraiment qui se le tapent tout seul et qui prennent pas un coup. On est d'accord. Mais c'est pas la majorité des joueurs. La majorité des joueurs va utiliser le système qu'on lui donne, à savoir contourne, va là où tu dois aller et ensuite tu reviens. Et quand tu seras plus buildé, tu te rendras compte que ben là tu peux le prendre parce que tu lui fais suffisamment de dégâts. Donc vas-y. Mais là, concrètement, je trouve ça... En fait, c'est ce qu'ils ont mis en place sur Dark Souls 1 déjà depuis le début, hein, mine de rien. Souvenez-vous, dans Dark Souls 1, la première zone, le sanctuaire de Licheveux, la zone la plus accessible, celle qui est la plus proche, c'est le cimetière. Le cimetière avec les squelettes, le moindre squelette, il vous donne un coup, c'est du one-shot tout de suite, quand on arrive dans cette zone-là. C'est horrible, vraiment c'est horrible. Et en fait, c'est comme c'est la zone la plus proche et la plus accessible, on se dit, bah on va y aller en premier. C'est là où on va aller en premier, vous voyez? Alors qu'en fait non, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut sortir du sanctuaire de Licheveux, faire tout un bout de chemin qui va durer 1 ou 2 minutes en longeant des falaises, et ensuite on arrive à nos premières briques de level design, des escaliers, des ponts, etc. Et on se rend compte qu'on peut explorer, et on se rend compte surtout que les ennemis qui sont dans ces zones-là sont prenables. C'est des espèces de petits squelettes avec un casque, une armure et une petite épée. Mais ils ont rien à voir avec les squelettes qui sont présents dans le cimetière. Rien du tout. C'est discutable. Utiliser le fait de mettre à mort le joueur pour lui dire non, ne va pas par là, bah là on tombe dans ce qu'on appelle la gestion de la frustration. Voilà. Donc maintenant vous en faites ce que vous voulez. C'est le design des Souls qui est comme ça. On accroche ou on n'accroche pas. Dites-vous qu'avec Elden Ring ils se sont assouplis quand même. Parce que les autres ils pardonnent pas comme ça, hein. Vraiment ils pardonnent pas. Bon, on va récupérer nos runes et on va tracer, parce que là l'ennemi nous a vus. Bon, si on avait persisté et qu'on s'était tapé avec le gros boss chevalier là, on aurait sans doute découvert ce site de grâce très tard. On aurait perdu toutes les runes qu'on a emmagasinées au tuto, et on aurait peut-être perdu quelques niveaux au passage. En vrai, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, et vous allez voir que finalement les runes, c'est pas important. Même quand on a 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000 runes, c'est pas important. Les runes, on peut vraiment s'en passer. Ça sert à monter les niveaux, on est d'accord. Mais par contre, on les récupère aussi vite qu'on les a perdus. Parce que quand on meurt, à chaque fois, les ennemis reviennent. Donc si on a une route qui fonctionne bien, bah, on fait la route plusieurs fois et on récupère nos runes. A mon sens, il y a toujours eu ça dans les Souls. Je trouve que c'est surtout vrai dans le premier qui est assez ouvert. Je pense que c'est eux qui ont assoupli leurs règles, mais également une évolution logique de la formule. Effectivement, c'est tout à fait ça. Petit à petit, FromSoft a compris, en fait, je pense que bah, la formule d'utiliser la frustration de la mécanique de mort du joueur pour autoriser ou bloquer l'accès à certaines zones se devait d'évoluer. Et dans un jeu à open world, on touche en fait un sujet pour moi qui est le sujet du grand, entre guillemets, alors ça c'est entre grosses guillemets évidemment, hein, tu mets tout ce que tu veux dedans, mais on touche le sujet du grand public. Quand on parle d'open world, on pense aujourd'hui à des jeux qui attirent beaucoup de monde parce que The Witcher, parce que Assassin's Creed, parce que les mondes ouverts à la Ubisoft, parce que tout ça. Et là, FromSoft qui sont pas forcément spécialistes de l'open world, vu que c'est leur premier jeu en open world, arrivent avec ça, et donc vont toucher logiquement un public beaucoup plus grand
que les fans hardcore de Dark Souls qu'il y avait avant, ou même ceux qui s'y sont mis un petit peu sur le tard. Ils vont toucher un public plus large, et ils le savent, parce que déjà ils ont mis une communication monstre dessus en plus de ça, ils le savent qu'ils vont toucher plus de gens. Donc forcément, ils vont être obligés aussi de s'adapter un petit peu à leur public, et de faire en sorte que le produit soit aussi un minimum accessible, et par accessibilité, j'entends pas toute la partie accessibilité par rapport aux options d'accessibilité auxquelles on peut penser, par exemple avec les modes pour les personnes atteintes de daltonisme ou sur ce genre de truc là. Je parle de l'accessibilité véritable en termes de ok, on prend la manette en tant que joueur, et est-ce que c'est cool de jouer? Et est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple de jouer? Ou au moins de rentrer dans l'univers? Est-ce que l'onboarding se fait correctement? Est-ce que ça va? Et cette règle de on va bloquer une zone en mettant de la frustration, petit à petit, oui, elle devait s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'effectivement, mon commentaire était 10 fois trop long, mais je suis d'accord avec toi. On va continuer donc là, notre deuxième PNJ qui a l'air quand même relativement plutôt sympa, qui est un marchand. Là, ça va être la forge. Donc quand on s'approche, on a un énième panneau d'UI qui nous affiche ça. Pareil, le truc est un peu austère. On aurait pu nous demander d'aller ramasser quelques composants de craft et de crafter quelque chose pour nous servir de la forge une première fois. Là, non, on s'en approche, on nous balance un panneau d'UI en nous disant voilà à quoi ça sert, débrouille-toi. Voilà, mais ça c'est l'austérité du design à la From Software aussi, hein. C'est pas par manque de savoir-faire, je pense que c'est entièrement volontaire de leur part. Donc là, on va laisser notre boss chevalier et on va aller, comme je vous disais au tout début, vers les sources de lumière. C'est pas pour rien que les ennemis là-bas portent des torches. Ils sont sous un bois où on n'y voit pas très bien. Bon voilà, ils prennent une torche. C'est aussi pour nous attirer quelque part, pour nous dire « Hey, regarde, c'est par là ». Voilà, là j'étais quasiment à 45 degrés pour le backstab et il passe quand même. Donc oui, le jeu est permissif. Par rapport aux anciens Souls, il est clairement permissif. Et là, on a l'occasion d'expérimenter l'accroupissement en conditions réelles. On s'accroupit, il nous voit pas, backstab. C'est un deuxième exemple de ce qui nous a été donné quand on était au tutoriel tout à l'heure. Remarquez qu'il y a toujours une petite zone de luminosité, justement, autour du personnage, pour compenser le fait que si jamais on arrive sans torche, ok c'est galère, mais c'est possible. Au passage, la route qui était la plus évidente, à savoir le chemin qui était là pour rentrer dans le camp d'ennemis, est la route la plus dure. Si on contourne et qu'on arrive ici, en fait on prend le camp à revers. Donc on empêche tous les ennemis de nous voir en même temps, déjà, vu qu'en fait ils regardent pas dans la bonne direction. Et on peut se permettre des trucs un peu plus... Voilà, on peut se permettre en fait d'aller au contact sans avoir tout le camp qui nous tombe dessus. Donc, de temps en temps, faire le tour et contourner un camp pour justement avoir un autre angle d'attaque, une autre approche, c'est utile et il faut pas oublier. Mais ça par contre, il y a d'autres jeux qui le font, je trouve, un peu mieux, d'ailleurs. Je pense particulièrement à... Alors c'est lequel? Mais Assassin's Creed Black Flag par exemple le fait très bien. Il y a je sais pas combien de façons de tourner autour d'un camp et d'approcher en mode furtif, en hauteur, au sol, en mode bourrin. Il y a au moins 3 ou 4 approches différentes. Alors que là juste les ennemis ont une route, ils ont une routine, un pattern. Voilà, il suffit juste qu'on l'observe de loin et on y arrive. Je me permets juste une toute petite intrusion au montage. Dans tous les jeux ayant intégré un principe de camp d'ennemis, les ennemis en question possèdent une route définie, c'est ce qu'on appelle une patrouille, ce que je viens de dire avec le coup de Assassin's Creed Black Flag et des différents camps d'ennemis qu'on peut contourner, etc. Ce n'est pas que dans Elden Ring, certains jeux gèrent mieux les patrouilles que d'autres, mais dans notre cas, les ennemis sont déjà suffisamment difficiles à tuer sans leur ajouter une patrouille d'une trop grande complexité. Bon voilà, mon mois du futur a fini, je vous laisse avec le live. Et voilà, ça y est. Au bout du 3e feu de camp qu'on débloque, Melina apparaît et elle nous donne cette fonctionnalité. A noter qu'elle n'apparaîtra pas tout le temps, il y aura juste le truc dans le menu sur le côté qui nous permettra de monter de niveau. Voilà, ça c'était juste la première fois où elle apparaît. Elle apparaîtra de temps en temps, mais ce sera pareil soumis à condition qu'on ait suffisamment avancé dans l'histoire et elle fera des déblocages d'histoire réguliers comme ça. Ça aussi, ça va être un sacré morceau. Le menu et les montées de niveau. C'est compliqué parce que on va pas se mentir, au début on comprend rien. Quand on arrive là-dedans, quand on arrive dans des menus de Dark Souls, quand on arrive dans des Elden Ring, quand on arrive dans des Bloodborne, des Sekiro, on comprend rien à ce qui se passe. On comprend juste que si on appuie à gauche ou à droite ou en bas ou en haut, on va changer des valeurs de caractéristiques. Là, l'avantage, c'est que chaque fois qu'on change de caractéristique, il y a la fonctionnalité impactée qui se surligne sur le côté droit. Et si on décide d'augmenter, par exemple, je vais mettre un point en vigueur, on constate que les valeurs changent. Ce qui est en bleu est positif. On rajoute des points en faisant ça. Ce qui est en rouge est négatif. Et vous pouvez remarquer
que le nombre de runes possédées et le nombre de runes nécessaires est en rouge aussi. C'est-à-dire qu'en fait ça va me diminuer mon total, etc. Bref, c'est de la conversion, en fait on va convertir une valeur dans une autre valeur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec un mendiant, enfin avec un indigent, c'est que tout est ouvert. On a possibilité de faire n'importe quel type de perso, n'importe quand. Si on se plante sur un build, juste, on repart farmer un petit coup, on récupère des points, et on met les points dans les catégories dont on a envie. Rien n'est figé, jamais, c'est ouvert. Et c'est parfois tellement ouvert que ça en devient perturbant. On sait pas trop où aller, il n'y a pas trop d'objectifs. Donc, dites-vous que rien n'est fermé. Vraiment, vous avez une totale liberté dans votre construction de personnage. Hop. Remarquez que celui du milieu là il a une trompette dans la main quand même. Attends, c'est bien une trompette hein? Oui c'est ça. Donc lui ça veut dire qu'il va rameuter ses potes. Et dans ce camp d'ennemis, on a quelque chose aussi de très important. Et où on peut facilement passer à côté d'ailleurs. Rien nous oblige à aller là. On peut directement aller à la suite si on avait envie. Et on va avoir quelque chose qui s'appelle la carte. Et on va se rendre compte que la carte se débloque sous forme de fragments. Chaque pilier, comme ça, nous donne un fragment de carte de l'endroit dans lequel on se trouve. Allez bim. Et si on ouvre la carte maintenant, on nous a donné une nouvelle carte de la Nécrolimbe occidentale, et on se rend compte de la taille du truc. Et on se dit c'est grand. Bah là on a l'impression que c'est grand, ouais, effectivement. Ah voilà, vous voyez, d'instinct, je rouvre pas ma carte. Enfin, je ferme pas la carte, il faut que j'appuie sur B. Remarquez que la nuit commence à tomber, on a d'autres... Je sais pas si vous l'avez vu là en fond. On a d'autres types d'ennemis qui commencent à apparaître, des espèces de chauves-souris. Voilà, ces espèces de grosses chauves-souris vampires là. Et vous voyez là, tout devant. Bah, le jour, elles y sont pas. Et ces trucs là, comme ça vole, les attaques au corps à corps, c'est pas forcément le meilleur bail avec eux. Allez, tiens. Oui, petit truc important, c'est que quand notre fiole de santé est vide, quand on tue un groupe d'ennemis, ça la re-remplit, ça nous donne une dose supplémentaire. Et groupe par groupe, on peut re-remplir sa dose comme ça, parce que de temps en temps, on va arriver dans des zones qui sont tellement grandes qu'il y aura peut-être pas de site de grâce à proximité. Donc il faut qu'on trouve un autre moyen pour re-remplir notre fiole de santé. Bon, à ce moment-là, j'ai essayé de nettoyer le camp d'ennemis en entier au niveau 1 avec mon petit gourdin, et c'est devenu beaucoup trop long pour que ce soit intéressant. Accélérons jusqu'à la fin. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce que je voulais vous exposer ce soir. Je vous remercie, merci beaucoup pour la 3e fois. Je vous souhaite une très très bonne soirée, merci de m'avoir suivi, et on se dit à très très vite et à très bientôt. Salut!